Bonjour Priscilla, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, donc Prenons un café. Je suis vraiment ravie de t'avoir, d'autant que moi je te suis depuis super longtemps, enfin depuis que j'ai eu ma fille, parce que je crois qu'elles ont sensiblement le même âge. Et tu m'as vachement aidée sur tout ce qui était thématique de VO, très honnêtement, tout ce qui était sur le portage, tout ça, j'ai vraiment appris de toi, donc je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Je vais te demander déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, déjà moi aussi je suis très contente d'être ici avec toi. Je m'appelle Priscilla, c'est moi qui gère le compte Instagram Délicate Prose. J'ai 30 ans, je suis la maman de Rose qui va avoir 4 ans à la rentrée, qui va rentrer en moyenne section. Et je suis professeure des écoles en région parisienne. Est-ce que, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça dans ta vie quand elle s'est construite? Non, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu être maman. J'ai toujours voulu materner. J'avais une vision différente de la parentalité, évidemment, ça s'est construit avec l'arrivée de ma fille, mais j'ai vraiment toujours eu ce désir en moi. J'ai voulu être mère très jeune, Ouais. et finalement, la vie a fait que j'ai eu Rose à l'âge où je l'ai eu, mais c'est vrai que ça a toujours été ancré en moi. Je fais partie des personnes qui se sont toujours vues avec un enfant. Ouais. À quel moment tu t'es dit c'est le bon moment d'avoir un enfant? Est-ce que ça a été lié avec la rencontre du papa de Rose ou est-ce que c'est vraiment, c'était vraiment viscéral ou c'est une envie qui est venue dans votre couple tous les deux? T'as dû convaincre, est-ce qu'il a dû te convaincre? Tout bêtement, matériellement, Ouais. on entend beaucoup pour avoir un enfant, il faut avoir une situation stable, un emploi stable, etc. Et du coup, je m'étais dit, quand je serai titularisée, j'aurai un emploi stable, ça y est, j'aurai le Saint Graal que tout le monde recherche pour pouvoir avoir un enfant. Et du coup, je m'étais dit, ça va être le moment où je pourrais me lancer. Et j'ai rencontré le père de Rose, du coup 1 an avant ma titularisation. Et, et en fait, j'ai pas l'impression que l'un des deux a eu à convaincre l'autre parce qu'on était dans on était dans une espèce de mouvance où on avait tous les deux un désir de paternité et de maternité. Ouais. Et du coup, on s'est très vite dit qu'il fallait attendre en fait le bon moment et on était d'accord là-dessus, qu'il fallait qu'on ait tous les deux un emploi stable. Et du coup, ça s'est fait naturellement. C'est vrai que quand on a eu le petit papier disant ça y est, vous êtes titulaire, on s'est dit c'est parti quoi, on peut commencer les essais bébés, mais c'était vraiment un entrain des deux côtés quoi. Ouais. C'était vraiment très fort, on en avait très envie tous les deux. Et est-ce qu'au moment où où tu as reçu du coup ce petit papier, où vous êtes lancé dans l'aventure, est-ce que tu avais déjà une vision forte de la parentalité, dans le sens engagé du terme, sur le maternage, sur ce respect-là, sur le portage, tout ça, ou est-ce que c'est vraiment venu, ça s'est construit en même temps que ta fille finalement? Alors j'avais une vision forte, mais à l'opposé de celle que C'est j'ai vrai. maintenant. C'est-à-dire qu'au début de ma grossesse, je le disais encore, je me choque moi-même. Hein. Ouais. Mais oui, un enfant, ça s'élève avec des claques, on leur crie dessus, on les punit, on ne les chouchoute pas, etc. J'étais vraiment... C'est vrai que quand on suit... J'étais à l'extrême opposé. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que par exemple, j'écrivais des petits statuts sur Facebook... et où je donnais mon avis sur ce genre de sujet-là. Et maintenant, quand je vois, par exemple, Souvenir, il y a 9 ans, ouais. et que je lis les phrases que moi j'ai écrites, je me choque, mais vraiment, je suis choquée. Je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai pu oser écrire une chose pareille et oser penser une chose pareille? Et c'est vrai que je reviens de très très loin. Mais je suis contente d'en revenir parce que maintenant, avec les connaissances actuelles qu'on a, avec les neurosciences, la neuropédagogie, etc., j'aurais été très malheureuse de me dire que j'avais fait tout à côté de la plaque. C'est en tout cas ma vision, quoi. Et il est venu d'où, du coup, le déclic de cette déconstruction, en fait? Elle est venue comment? Elle a commencé avec l'allaitement. Ah ouais? En fait... Ah oui, donc vraiment, pendant toute ta grossesse, t'as été dans ce conditionnement là. En fait, en fin de grossesse, j'ai commencé ma grossesse en me disant j'aimerais bien allaiter parce qu'il paraît que c'est quand même mieux pour le bébé, comme pas mal de femmes, je pense. Et puis, en fait, j'avais la chance, à ce moment-là, d'habiter juste à côté d'une IBCLC, donc c'est les consultantes en lactation, qui sont les seules personnes diplômées en lactation.
Et en fait, elle m'a déconstruit petit à petit, elle a détricoté tous mes préjugés sur l'allaitement. Elle m'a permis de me rendre compte que tout ce qu'on me disait, les tatas, les mamans, les sœurs, etc., que c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça assez fou. Je me suis dit, mais c'est dingue quand même. On vit dans une société où un sujet est quand même hyper important, parce que c'est nourrir un nouveau-né, c'est super important. C'est aussi la santé de la femme, le corps de la femme. Je me suis dit, mais c'est fou qu'il y ait autant de bêtises en fait, et que l'information ne soit pas accessible. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de fouiller, parce que c'est vrai que quand on est, par exemple, quand on rejoint un groupe sur un réseau social qui va parler d'allaitement, il y a toujours quelqu'un qui va venir parler de portage, de ce genre de choses. Et du coup, en fait, petit à petit, j'ai gardé une ouverture d'esprit, en fait, de me dire, bon, je pensais savoir plein de choses, je ne savais rien, je savais des choses fausses, ce qui est pire que de ne rien savoir, parce qu'il faut déconstruire. Et du coup, en fait, quand Rose est arrivée, j'étais encore en plein détricotage de tout ce que la société m'avait mis dans la tête, en fait. Ouais. Et ça s'est fait en partenariat avec le papa de Rose, ou c'est quelque chose que tu lui as transmis? Je pense que l'élan venait de moi. C'est moi qui allais chercher les informations. C'est moi qui lui transmettais les informations. Mais ça l'intéressait vraiment. Je pense qu'effectivement, vu que c'est moi qui portais l'enfant, c'est moi qui étais la première à aller chercher directement les informations sur les sujets. Mais il était toujours très content d'apprendre des nouvelles choses. Et par exemple, moi j'étais suivie par une sage-femme pendant ma grossesse. Et quand il ne pouvait pas assister à un rendez-vous avec la sage-femme, il me demandait de faire des petites mises au point, quoi. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là? Il s'est essayé au portage avec moi pendant la grossesse. Il avait vraiment été super ouvert. Il m'a aidé à me soutenir dans des moments où sans soutien j'aurais abandonné certaines choses. Par exemple avec l'allaitement, puisqu'on en parlait, j'avais une peur panique qu'on puisse voir 1 centimètre de peau de mon sein. D'accord. Et à l'époque, les tagines bananes n'existaient pas. Et non. C'était il n'y a pas si longtemps, mais moi aussi j'ai la même chose. En ces temps reculés. J'ai envie tellement les nouvelles mamans de me dire, mais ça doit être trop génial d'avoir ce confort-là. Et je dis, mais pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais en fait, c'est énorme. Boom. Et c'est vrai que du coup, c'est lui qui me disait on s'en fiche, tu donnes le meilleur. Et je sais que si à ce moment-là, j'avais eu en face de moi une personne qui me disait c'est vrai que quand même, j'ai pas envie que la terre entière voie tes seins, etc. Je pense qu'en fait, ça m'aurait mis un stop. Et voilà, il a toujours eu cette posture de ne pas aller chercher directement l'information, mais de soutenir par contre quand moi je lui apportais. Et ça a été hyper important pour notre famille. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière parce qu'au final on va parler de ton couple aussi. En tant que couple, comment s'est vécue la transition de couple à parents? Ça a été un tsunami complet. Déjà parce qu'il nous restait certaines idées, par exemple comme le fait de faire dormir l'enfant dans une autre chambre pour qu'on puisse rester entre nous, etc. Et avec Rose, ça n'a pas du tout été possible. Donc on a dû s'en accommoder, on a dû se rechercher, se réinventer. C'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ça. Et ça a été difficile. Et ce qui nous a paru encore plus difficile, c'est tous les gens qui nous disaient si vous tenez à votre couple, il faut des moments sans l'enfant, Et nous, de par l'accouchement, on avait une enfant qui avait extrêmement besoin de nous. Et du coup, ça ne nous aidait pas du tout qu'on nous dise ça. Ça nous aurait plus aidé qu'il y ait des gens qui viennent en fait chez nous pour s'occuper de Rose pendant qu'on était là. Au lieu de nous inciter à la laisser et à partir une semaine. En fait, j'ai trouvé que c'était déplacé et que ça n'aidait pas du tout. Et par exemple, maintenant, j'ai pas du tout ce genre de conseils envers des personnes qui viennent me voir, par exemple, sur Instagram ou en MP. Je suis pas du genre à conseiller partez son enfant, etc. Parce que je sais que c'est pas toujours possible et que finalement, ça peut faire plus de mal que de bien aussi. Bien sûr. Donc voilà, ça a été un tsunami. On a mis du temps avant de... Enfin, du temps, je sais pas, après, tout est relatif. Pour certains, peut-être que c'est énormément de temps. Pour d'autres, peut-être que finalement, c'est très court. Mais c'est vrai qu'après l'accouchement, la première soirée qu'on a eu vraiment tous les deux, je crois que Rose avait, je sais pas, 5 mois, quelque chose comme ça. Parce que c'était pas possible, on pouvait pas la poser, on pouvait rien faire, quoi.
Donc voilà, il nous a bien fallu plusieurs mois pour réavoir un moment tous les deux, quoi. Et est-ce que dans votre relation, parce que c'est quelque chose que je trouve toujours assez fascinant, c'est que généralement, à moins qu'il y ait eu des enfants avant, quand tu rencontres une personne, tu rencontres pas le papa ou la maman, tu connais pas cette personne en tant que parent, tu ne te connais pas non plus en tant que parent, et quand je réfléchis à tout ce que ça a pu chambouler, tu vois, à l'intérieur de moi, il y a vraiment un avant et un après. Je comprends qu'il y ait des personnes genre qui se séparent dès la première année, tu vois. On en parle beaucoup, c'est je crois 45% des couples qui clashent au bout de la première année parce que tu connais pas la personne en face de toi en tant que parent. Quand tu as découvert le papa de Rose en tant que père, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça a changé ton rapport avec lui ou pas du tout? Ça m'a confortée dans l'idée que j'avais fait un enfant avec la bonne personne. Franchement, j'ai tout de suite trouvé que c'était un papa incroyable. Je continue de le dire, c'est un super papa. Je suis très contente d'avoir eu Rose avec lui. Non, ça m'a plutôt... ça m'a touchée, ça m'a confortée, ça m'a rassurée. Il n'y a rien eu de négatif à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte maintenant que c'est une chance parce que, comme tu le dis, c'est vrai qu'on change, les deux personnes changent. Moi, je pense qu'il ne se rendait pas compte à quel point je pouvais être stressée. Je pense qu'il l'a bien vu avec Rose. Et à l'inverse, heureusement, là-dessus, lui, il s'est avéré justement beaucoup plus détendu. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir vraiment continuer soudés, quoi. Ouais, complètement. Et le temps passe, Rose arrive, parce qu'aujourd'hui tu n'es plus avec le papa de Rose depuis quelques mois. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un point de non-retour en fait? À quel moment? Comment tu réagis quand tu as un enfant? Parce que quand tu as un couple et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est fini, fini. Voilà, tu dis ok, on prend des chemins différents, à l'occasion on a peut-être des amis en commun, mais c'est la seule chose qu'on a en commun, ou une maison, peu importe. Il n'y a rien d'immuable. On peut forcément séparer les choses. Quand tu as un enfant avec quelqu'un, ça te lie quand même avec cette personne toute la vie, que tu le veuilles ou non, que ça se passe bien ou non. C'est quand même le choix le plus engageant vers une personne, au-delà du mariage, au-delà de tout ça. Mais quand ça se passe moins bien, quand c'est terminé, que tu le sais, et que tu as un enfant, comment tu gères ça? Comment tu prends la décision de dire ok, on peut plus se battre sur ce couple-là malgré l'enfant, tu vois? Parce qu'il y a plein de gens qui restent en couple parce qu'il y a un enfant. Ouais, et je pense que ça dépend beaucoup de peut-être notre rapport à nos parents, à notre famille, à comment on a vécu. Est-ce qu'on était dans une famille soudée, aimante? Est-ce qu'on a eu des parents qui se déchiraient? Moi, je sais que ça a beaucoup influencé ma décision de me séparer du papa de Rose, parce que j'étais une petite fille qui demandait au Père Noël que ses parents divorcent parce qu'elle n'en pouvait plus de leurs disputes. Et en fait, je voulais pas ça pour ma fille, et je préférais encore faire le grand saut et me séparer plutôt que de faire subir à une enfant ce que moi-même j'avais subi, parce que là, je me serais vraiment dit qu'il y avait un échec en fait de ma part, parce que je reproduisais ce que j'avais connu. Et en général, sauf si on a eu beaucoup de chance, on cherche tous à faire mieux que ce qu'on a connu, même si on a été élevé dans des super conditions. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui a permis aussi de se sortir de cette situation avec un couple qui ne fonctionne plus, alors que la famille fonctionnait. C'est ça, il faut arriver à faire la part des choses en fait. C'est que, en fait, on s'est dit on n'a pas envie que notre fille soit ce genre d'enfant, quoi, à prier pour que ses parents se séparent parce qu'elle en a marre d'entendre des disputes. Et elle a entendu une dispute qui était celle de trop. Et elle nous a dit j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer. Et c'est cette phrase-là où on s'est retrouvés le soir et on s'est dit là ça va pas, quoi. Elle est en train de subir notre situation d'adulte et c'est pas normal. Et vous étiez d'accord tous les deux sur ça? On s'est vite, en tout cas, mis d'accord tous les deux. Et une fois que tu prends la décision, techniquement, donc, comment ça se passe? Est-ce que tu dois forcément prendre un rendez-vous avec un juge? Tu es obligé de faire ça ou pas forcément? Parce que du coup, il y a quand même ces décisions de garde d'enfant qui entrent en compte. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou pas? Tu peux juste avoir un accord avec l'autre parent?
Alors, il y a une sorte de nouveau divorce qui ne nécessite pas de passer ni devant un tribunal ni devant un juge pour justement désengorger les tribunaux, D'accord. pour que les tribunaux puissent s'atteler à des affaires plus importantes et plus problématiques, parce que toutes les séparations ne sont pas problématiques. On entend toujours des histoires de parents qui se déchirent, la garde, etc. Mais il y en a d'autres où c'est fluide. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est bête de nécessiter de prendre le temps d'un juge, d'un tribunal entier, etc. Pour quelque chose où finalement les deux parents sont d'accord. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On était à peu près d'accord sur tout. C'est-à-dire que moi, ça me paraissait insensé qu'il ne puisse pas voir sa fille. Lui, il continuait de penser que j'étais une très bonne mère. Enfin bref, du coup, en tant que parent, on est vite tombé d'accord sur le mieux pour Rose. Et le mieux, c'était qu'elle soit à moitié chez ses deux parents, parce que elle serait malheureuse sans son papa, malheureuse sans sa maman. Et du coup, on a dû prendre chacun un avocat. Et on a fait un acte notarial et ça prend 1 mois. Ah oui, c'est Et hyper... voilà, ça a l'air très simple en fait. C'est hyper simple. On fait un rendez-vous de visu. Tout le reste se fait par internet maintenant. Et on fait une signature électronique et on vous dit félicitations, vous êtes divorcés. Oui, donc même en temps de confinement, on peut le faire. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et comment vous l'avez abordé avec Rose, la séparation ? Par le biais des disputes. Parce que même si on essayait de ne pas se disputer devant elle, quand un couple tire à sa fin, ça devient de plus en plus difficile de se retenir, de se disputer avec la personne. Et du coup, tout simplement, on lui a dit qu'on se rendait bien compte qu'on se disputait trop. Donc elle nous a dit oui, vous vous disputez tout le temps, j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer. Et du coup, on lui a dit que en fait, si on se disputait, c'est parce que on n'était plus assez amoureux et que ça arrivait. Et on l'a tout de suite rassurée par contre sur le fait que on l'aimerait toujours pour toute notre vie et que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est pas du tout comme l'amour des amoureux et des amoureuses. Et que on peut ne plus être amoureux d'une personne, par contre, l'enfant, on l'aime toujours pour toute sa vie. Et on a vraiment voulu être très rassurant là-dessus. Je pense qu'elle l'a assez vite compris. Et du coup, on lui a expliqué que quand des gens n'étaient plus amoureux, ils avaient du mal à vivre ensemble parce qu'ils se disputaient souvent. Et que du coup, pour ne plus avoir de disputes, on allait vivre chacun dans une maison, mais qu'elle verrait toujours autant son papa et sa maman, qu'elle serait privée ni de l'un ni de l'autre. Et après, on a essayé d'axer sur le côté t'auras 2 chambres, 2 fois plus de jouets, etc. Voilà, comme je pense pas mal de parents essaient de faire pour faire passer un petit peu la pilule, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle a posé des questions ? Est-ce qu'elle a exprimé son accord ou son désaccord à ce moment-là ? Oui. Alors, c'était pas du tout du désaccord. Elle nous a dit qu'au contraire, c'était bien, quoi, qu'il n'y aurait plus de disputes, qu'elle était soulagée. Et le vrai changement, on l'a eu. Alors moi, je lui avais posé la question, je crois, 1 semaine après la séparation. Je lui ai demandé comment elle se sentait, si elle trouvait ça mieux ou moins bien d'être avec maman sans papa ou avec papa sans maman. Donc elle m'avait dit c'est mieux parce qu'il n'y a plus de disputes. Donc je pense que vraiment, ça devenait trop pour sa tête de petite fille, quoi. Et le vrai changement, du coup, on en a pris conscience en allant à un rendez-vous avec sa maîtresse, donc, puisqu'elle était en petite section quand on a divorcé, qui nous a dit que Rose, c'était une autre petite fille, qu'elle était beaucoup plus souriante, qu'elle pensait qu'il y avait une grosse part de timidité, alors qu'en fait... quasiment du jour au lendemain, elle s'est mise à aller vers les autres enfants. Elle m'a dit, par exemple, j'ai entendu son rire en classe, elle n'avait pas rigolé depuis le début de l'année, alors que pour nous, c'était pas une petite fille sinistre. Ouais. Mais ce rendez-vous-là, avec ces propos de la maîtresse, en fait, ça nous a juste appuyé, quoi. On s'est dit, bon, en tout cas, pour elle, c'est du mieux. Ouais, c'est la bonne décision de se séparer. Et est-ce que vous avez utilisé des supports pour expliquer le divorce à Rose ? Genre des livres, ce genre de choses. Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, au début, non. Et puis, après, je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'elle ait 1 ou 2 supports dans sa chambre, même si elle les ouvre jamais. Je me suis dit, si jamais elle a besoin d'en parler, qu'elle sait pas par quel moyen m'en parler, comme ça, s'il y a un livre dans la chambre, vu que je suis très livre, elle pourra le sortir. Et du coup, j'en avais pris 2. J'avais pris un... Alors, c'est pas mes petits docs, mais c'est un
Je crois voir. Enfin, j'ai acheté les mêmes, celui sur l'école. Oui, voilà, c'est Ouais, ça, c'est ça, ouais. qui répond aux questions. C'est vraiment, oui, c'est mes petits pourquoi, mes petits Ouais, docs, c'est un ça. truc comme ça sur le divorce, qui est très bien fait euh, et qui explique en plus tous les modes de garde possibles. C'est-à-dire que soit on voit à moitié son papa et sa maman, soit on passe les vacances chez papa ou chez maman, le reste du temps chez l'autre parent, etc. Et que je trouve aussi très bien fait parce qu'il explique bien que les disputes des amoureux n'ont rien à voir avec la famille. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très important de réappuyer ça. Mm. Donc c'est vrai que je le trouve très très bien fait. Et un autre, plus sous forme d'album, avec des pop-up et des fenêtres à ouvrir, qui s'appelle Mes deux maisons, Ouais. chez papa et chez maman, avec une petite fille qui a du coup, qui vit en garde alternée, donc qui a la maison de chez papa, la maison de chez maman. Et je l'aime beaucoup aussi parce que ça montre que c'est aussi bien chez les deux. Ouais. Et que les deux parents, même s'ils font différemment, ils cherchent tous les deux à faire au mieux pour l'enfant, à rassurer l'enfant. Par exemple, chez mon papa, j'ai une veilleuse hippopotame, mais chez ma maman, j'ai une guirlande pour pas avoir peur. En fait, et du coup, ça montre que c'est différent, que le papa et la maman vont pas faire pareil parce qu'ils vont évoluer chacun de leur côté, mais que le bien-être de l'enfant, ça reste la clé. Ouais. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de cet album, c'est que pour le spectacle de fin d'année à l'école, le papa et la maman sont ensemble. Et du coup, en gros, la conclusion, c'est ne t'inquiète pas, pour les moments clés de ta vie, tu auras toujours ton papa et ta maman. Tu n'auras pas à choisir entre les deux. Donc voilà, on les a lus plusieurs fois, elle les aime bien. Maintenant, elle ressent plus besoin de les ouvrir, ça fait longtemps qu'on les a pas réouverts. Mais c'est vrai qu'à un moment, on les lisait régulièrement. Ouais. Et est-ce que vous lui avez demandé son avis sur la garde alternée ? Non, on lui a pas demandé. Au début, pour des raisons pratiques et techniques, j'ai dû garder Rose plus longtemps. Elle me voyait plus qu'elle ne voyait son papa. Et elle l'a très mal vécu. Ouais. Ça a été très difficile pour elle. J'étais un petit peu devenue la méchante qui l'empêchait de voir son papa, alors que nous, à ce moment-là, c'était vraiment pour du pur pratique, parce qu'il y avait un deuxième appartement qui n'était pas fini, elle ne pouvait pas y avoir accès. Ouais. Donc c'était vraiment juste du pratique et bête d'adulte, quoi. Et du coup, en fait, ça s'est très vite imposé, même si on s'était dit qu'on allait faire une garde alternée. On s'est très vite rendu compte qu'il allait vraiment falloir faire moitié-moitié parce que c'est ce dont elle avait besoin. Par contre, on ne lui a pas demandé son avis. On s'est dit que nous, on se rendait plus compte bien sûr. de ce dont elle avait besoin. Ouais. T'en as parlé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les deux rencontré quelqu'un. Comment ça s'est passé avec Rose, ça, le fait de... Quand le premier parent a présenté une autre personne à Rose, comment elle l'a... Enfin, quelles sont les questions qu'elle a posées et comment vous avez expliqué que papa ou maman avait un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse ? Alors franchement, elle n'a posé absolument aucune question. Ouais. En fait, mais c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent d'abonnés en message privé. Et en fait, je pense qu'on se prend beaucoup plus la tête que les enfants. Ouais. Parce que juste, Rose, moi pour ma part, je lui ai juste dit, écoute, je crois que je vais avoir un nouvel amoureux. Est-ce que ça te dirait de le rencontrer un jour ? Elle m'a dit oui, mais c'était... franchement, ça n'allait pas changer sa vie ni rien. Elle était ni extatique ni malheureuse. Et puis, oui, ça a été très fluide. J'ai eu l'impression que je me prenais beaucoup plus la tête qu'elle à ce propos-là. Elle a juste bien compris qu'il fallait que sa maman ait un amoureux pour que sa maman ait un bébé dans le ventre. C'est vrai. Donc, elle a envie d'un petit frère ou d'une petite sœur. C'est vrai que souvent, elle me dit, moi j'aimerais bien quand même que maintenant tu aies un bébé dans ton ventre. Voilà. Et là, ça y est, c'est bon. Donc je lui dis que non, c'est pas au programme. Mais elle, c'est plus ça. Ouais. En soi, bon... ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. C'est plus le sujet avoir un bébé à la maison, parce que mes amis ont des enfants en bas âge que Rose adore. Ouais. Elle adore pouponner, s'occuper des bébés et tout. Donc elle, c'était plus ça. On n'a pas du tout les mêmes préoccupations, quoi. Mais oui, mais en même temps, finalement, vous avez tellement bien séparé le côté couple et famille que oui, pour elle, c'est finalement normal. Enfin, c'est pas la même chose. Toi, tu restes sa maman, son papa reste son papa, et puis vous continuez à faire oui, c'est votre vraiment vie, ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment compartimenté. Y a pas. C'est vrai que je pense qu'elle comprend que ça ne rentre pas dans sa sphère familiale à elle, et du coup, alors je lui ai dit une fois.
Tu sais que de toute façon, ton papa, ça reste ton papa. Tu sais que ce sera toujours moi ta maman, même si papa a une amoureuse, ça change rien, etc. Mais elle m'a répondu oui, d'un air, bah oui, bien sûr, maman, pourquoi tu m'en parles pas. Je l'ai découvert avant ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça l'avait pas... Je me suis dit, en fait, on dirait que c'est presque moi qui ai besoin de lui redire, alors qu'elle, dans sa tête, ça a l'air clair comme de l'eau de roche. Peut-être que même, à la limite, c'est toi qui lui a apporté cette information, alors que ça lui avait juste jamais traversé l'esprit que ça pouvait être autrement, quoi. C'est possible. C'est ça. Et est-ce qu'elle a cette envie de petit frère et de petite sœur aussi du côté de son papa ? Ou tu sais pas ? Je sais pas. Tu sais pas ? J'avoue que j'ai pas demandé. Je sais pas. Vu que c'est moi qui l'ai porté dans mon ventre... je sais pas, c'est peut-être possible qu'elle fasse plus ce lien avec moi parce que du coup les bébés vont sortir de moi. Je sais pas si si elle a pu faire ce lien là. Tu disais, on te pose beaucoup de questions sur la thématique du divorce sur les réseaux sociaux. Quelles sont les questions qui reviennent le plus du coup ? Où as-tu trouvé le courage ? Ouais. Comment as-tu fait ? Et des questions techniques de mais comment on fait pour partir comment on fait pour trouver un appartement, comment on fait financièrement, est-ce que tu as eu des aides, des questions très pratiques qui refroidissent beaucoup de gens. Mais c'est vrai que souvent c'est et j'ai même une phrase qui est assez étonnante et triste à mon sens, où souvent on vient me dire je t'admire tellement parce que moi ça fait des années que j'aime plus la personne avec qui je suis, que ça va très mal, mais je pourrais jamais partir. Ouais, c'est... Et c'est vrai que du coup ça m'attriste un peu, et en même temps je le comprends vraiment tout à fait. Ouais. Mais en fait je pense que tu vois, au début tu disais, tu en parlais, et c'est une situation que je connais aussi, le fait d'avoir été une petite fille qui a attendu que ses parents divorcent, ça te donne forcément un autre regard, et tu arrives à te placer à la hauteur de ton enfant. Et c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, le divorce fait pas partie de tous les foyers, de toutes les histoires de... Moi aussi, j'ai beaucoup prié pour que mes parents divorcent. Et c'est pas une situation saine. Et pour le coup, on me disait beaucoup à l'extérieur, mais t'as de la chance, tes parents sont encore ensemble. Mais en fait, non. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas une chance si ça ne va pas. Et peut-être que du coup, cette faculté, cette possibilité de te mettre à la hauteur de ton enfant et de ce que tu as ressenti, ce qu'elle a pu ressentir, c'est peut-être aussi plus facile c'est un moteur plus évident pour sauter le pas. Et peut-être ça, quoi. On nous donne tellement cette idée reçue que les enfants sont plus heureux quand les parents sont ensemble, alors que c'est pas vrai du tout. Ça l'est pas du tout. Que les personnes ont du mal à quitter le foyer pour cette raison-là en général, et c'est plutôt dommage. J'ai une autre question du coup, parce qu'on sort d'une période de confinement, on ne sait pas si on va en connaître une autre. Comment tu vis cette garde alternée en confinement ? Enfin, comment ça s'est passé du coup ? Vous avez quand même continué l'alternance ? Oui, alors moi j'ai commencé le confinement avec un bel ulcère, donc je pouvais pas vivre toute seule, c'était pas possible, je pouvais rien faire. Donc au début on a été confinés ensemble pour des raisons pratiques, et ensuite on a continué le confinement avec le modèle de garde alternée qu'on faisait déjà. Franchement ça n'a pas changé grand chose. Parce que je sais que ça posait beaucoup de problèmes. Enfin, après, c'est des séparations qui sont peut-être moins saines que la tienne aussi, de deuxièmes parents qui voulaient pas récupérer l'enfant, enfin ce genre de choses. Ah non, ça a jamais, enfin on n'a jamais été dans cette optique-là. Non, franchement, en plus on habite littéralement à 6 minutes à pied l'un de l'autre. Ouais. Donc ça facilite vachement les choses. Même pour faire la passation de garde, c'était pas compliqué, quoi. Il y avait rien de compliqué. Oui, vous compromettez pas du tout le virus. Enfin, il y avait pas de souci avec ça. Je vais te demander quels seraient tes conseils majeurs pour une séparation saine pour les enfants, en tout cas, toujours dans l'optique des enfants. Je pense que déjà il faut se retirer de la tête que rester pour les enfants c'est une bonne raison de rester, parce que je pense qu'ensuite l'enfant va se construire avec une espèce de culpabilité, de se dire que peut-être que si papa et maman étaient malheureux toute leur vie, c'est parce que j'étais là. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de ça, et je sais que c'est pas facile parce que moi je me suis aussi posé cette question-là. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment interroger ses idées là-dessus, remettre en question aussi le fait qu'un papa, un maman, un enfant, et franchement c'est vraiment pas facile parce que c'est vraiment le modèle de la famille nucléaire, quoi. Et ensuite pour le reste, je pense qu'il faut vraiment réussir à séparer le couple et la famille
mais je crois savoir, pour ne pas l'avoir vécu moi, mais je crois savoir que malheureusement parfois c'est difficile et on n'y est pour rien, parce que ça dépend aussi des personnes qu'on a en face. Moi j'ai eu de la chance parce que le père de Rose s'est avéré être une personne sensée, mature, intelligente, qui était dans la même optique que moi, c'est-à-dire de faire passer Rose avant tout. Et du coup, finalement, ça a été fluide. Mais après ça, on ne le choisit pas. Et des fois, je vois que, par exemple, il y a certaines femmes qui se retrouvent en face d'un homme qui va faire exprès de mettre des bâtons dans les roues, soit qui va interroger la garde ou ce genre de choses, et vice-versa, des pères qui vont se retrouver face à des femmes qui voudront la garde exclusive, qui vont pas... Donc je pense que ça va au-delà de juste appliquer des bons conseils, parce que je pense qu'en fait ça dépend énormément de la personne qu'on a en face de soi. C'est du cas par cas, vraiment. Je pense. Et finalement, la clé, et c'est la clé dans tous les sujets, je pense que la communication joue beaucoup. Aussi. Autant avec l'enfant qu'avec le deuxième parent, finalement. Enfin, si tu communiques pas, si tu dis pas ce que tu ressens, ce dont tu as envie, mais si tu n'expliques pas à ton enfant... Enfin, on me dit, tu vois, tout à l'heure, on disait que la séparation, quand ça ne va plus, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, mais si on ne lui explique pas non plus, ça peut être dramatique. Ça peut aussi avoir des conséquences de, on m'a rien dit, du jour au lendemain, je me retrouve chez papa, chez maman. Dans tous les cas, bien expliquer les choses, peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs, parce que là, Rosa avait 3 ans, elle est en capacité de comprendre certaines choses, pas comme si elle avait 7 ans, mais voilà, quand on a un bébé, tu vois, j'imagine que après... Je me dis que le bébé, du coup, aura connu que ça aussi. Donc, il y a d'autres choses qui se jouent. Mais ouais, non, c'est du cas par cas, en fait. Tu peux juste pas... Il n'y a pas de choses universelles sur ces choses-là. À quel moment, et encore si c'est... parce que, tu vois, Rose, du coup, a une autre femme dans sa vie et un autre homme aussi, du coup. Je sais que ça fait peur à beaucoup de parents, de couples aussi, de se dire je vais être remplacée, tu vois. Est-ce que ça c'est un sentiment que t'as ressenti ou pas? Alors au début oui, par pur réflexe, je pense. Et puis en fait c'est vite redescendu. Après la raison passe par-dessus l'affect. Et puis bon, en soi, ça change rien, je reste sa maman et finalement ça change rien à notre relation à toutes les deux, tout comme le fait que je sois avec quelqu'un ne change rien à sa relation avec son papa. Donc c'est redescendu assez vite, mais je pense que c'est normal d'avoir ce petit réflexe de mon enfant est avec quelqu'un d'autre à ma place à moi, sauf que non, c'est pas notre place en fait, c'est plus notre place et voilà, faut être capable encore une fois de séparer les deux et de se dire la place à côté du papa, c'est possible que ce soit plus la place de la maman, c'est peut-être la place de quelqu'un d'autre. Ouais. Et le fait que, parce que du coup, ça fait partie de la vie de Rose, tout ça, et donc du coup, elle parle aussi de notre personne éventuellement, parce qu'elle va raconter sa vie, tu vois, elle va raconter ce qui se passe là-bas. Quand elle te parle de ce qui se passe chez son papa, de sa nouvelle compagne, tout ça, comment tu réagis toi? Tu la laisses faire ou parce je sais qu'il y a des personnes qui par exemple ne veulent absolument pas entendre parler de ce qui se passe chez l'autre parent. Comment toi tu fonctionnes sur ça? Non, moi je la laisse faire. Je me dis que si elle veut m'en parler, c'est que soit elle a besoin d'en parler, soit ça lui fait plaisir de m'en parler, qu'elle veut partager quelque chose avec moi. Moi à partir du moment où je me suis assurée que que c'était une personne qui ne lui faisait pas de mal, qui était gentille avec elle, etc. Je sais qu'elle m'en parle comme simplement un élément de sa vie et une personne qu'elle aime bien. Et du coup, j'accueille en fait, j'accueille ce qu'elle me dit, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et j'ai une question, je viens de la perdre. N'importe quoi. Non, c'était quoi ma question? Ah non, c'était une super question. Ça allait vachement bien et tout. Ah, je suis déçue de moi-même. C'est pas grave, ça va revenir. On va prendre une pause boisson, parce que ça fait très chaud. Mince! Dommage. Ah si, ça y est, je me suis.
T'as choisi de parler de ton divorce sur les réseaux sociaux, pas dans les détails, tout ça. Pourquoi t'as choisi d'en parler? Enfin, il y avait... Quelle était la raison, en fait, finalement? Euh, J'ai choisi d'en parler. Cela dit, j'ai attendu le dernier moment. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça a surpris pas mal de personnes parce que personne ne se disait que ça n'allait pas forcément dans mon couple. Parce que tout simplement, je considère que ça regarde personne d'autre que la personne avec qui je suis en couple. Après, je me suis dit à un moment que... Alors, je sais pas si le terme est bien choisi, mais que quelque part, je me devais en fait de dire aux nombreuses personnes qui me suivaient que voilà, il y avait une étape clé dans ma vie et que j'étais plus avec le père de ma fille. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup demandé quelle est la limite, quelle est la frontière entre ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai pas envie de dire, ma pudeur à moi, respecter aussi la pudeur de mon ex-mari qui n'a pas forcément envie d'avoir sa vie étalée sur les réseaux sociaux. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça intéressait beaucoup de gens et qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas quitter la personne avec qui elles étaient. Alors sans me proclamer pro en divorce, etc. Ouais, bien sûr. Mais juste, vu que moi, ça fait partie de ma vie, en fait, je me rends compte que ça fait partie de la vie d'énormément de personnes, que je crois que c'est un mariage sur 2 qui finit en divorce. Mais oui. Donc c'est quelque chose en fait de très commun et pourtant de encore hyper tabou. On est en 2020 et pourtant c'est encore très tabou. Mais c'est ça, parce que tu vois, tout à l'heure je te parlais des statistiques, genre 45% des personnes qui se séparent la première année, mais en fait finalement on les voit pas. Non. Parce que personne n'en parle. Ouais. Enfin, sur les réseaux, quand tu regardes, la plupart des personnes qui ont des comptes un peu axés parentalité sont en couple en fait. Et il y a personne qui est... après j'imagine que t'as peut-être moins le temps, ou je ne sais pas, même pas, enfin j'en sais rien, je sais pas pourquoi on n'en parle pas. Est-ce que toi t'as l'impression que le fait d'en avoir parlé publiquement, ça a libéré la parole à ce sujet? Moi en tout cas j'ai vu une grosse masse de messages à ce moment-là. J'ai vu qu'en fait il y avait vraiment plein de personnes qui étaient en souffrance et qui... je pense même que pour certains, il y a peut-être eu un soulagement de se dire il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans la même situation de moi et qui a sauté le pas que moi j'ose pas sauter parce que c'est vrai qu'on le voit nulle part. Et c'est pas pour autant que ça va bien chez tout le monde, quoi. C'est juste qu'effectivement il y a cette façade-là qui reste. Parce que tu vois, au final, on parle beaucoup des sujets dits tabous de parentalité, tout ce qui est... ce qui est beaucoup moins tabou parce qu'on en parle plus, mais tout ce qui est postpartum, ce genre de choses. Et jamais... J'ai l'impression que le couple, on n'y touche absolument jamais. Enfin, à aucun moment, on te dit... Enfin, si on te dit... fais attention à ton couple, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours axé sur la sexualité déjà. Oui, toujours. Déjà, c'est vrai que c'est au centre des préoccupations des gens. À quel moment vous allez refaire l'amour? Enfin, et encore, c'est l'amour... faire l'amour de façon... dite hétéronormée avec pénétration, enfin c'est vraiment la préoccupation même des médecins. Enfin je veux dire, quand tu es en postpartum et que tu as fait ton retour chez le gynéco, tu as fait ta visite après ton accouchement, c'est la question qu'on te pose, et jamais si ça va bien dans ton couple en fait, alors que la sexualité n'est pas à mon sens un indicateur de santé de ton couple finalement, parce que ça veut rien dire. Il y a tellement de personnes qui se forcent et tout ça, et ça n'indique vraiment tellement pas l'indication. Je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler un peu plus dans les suivis même de grossesse, parce qu'on n'en parle pas non plus. Quand on est enceinte, dans les suivis de grossesse, on te pose jamais la question de est-ce que ça va bien dans ton couple. On présume que ça va bien parce que tu es enceinte et parce que vous allez avoir un enfant, mais il y a beaucoup de personnes qui font des enfants alors que leur couple n'est pas en bonne santé, tu vois. Et moi je trouve ça vraiment très important d'en parler, de libérer la parole sur ce sujet. Donc merci encore d'avoir accepté de parler de ça. Et je pense que moi aussi, même, j'en parlerai peut-être un peu plus souvent aussi, de me dire, même si je suis en couple, c'est pas tous les jours facile en fait. Et ça reste un combat. C'est peut-être un mot fort pour ça, mais finalement parfois un petit peu. Et de dire que c'est ok aussi de traverser des tempêtes. Et c'est ok aussi si la tempête est insurmontable finalement. Toi aujourd'hui, avec ton recul, je sais pas, depuis combien de temps vous êtes séparés maintenant avec le papa de Rose? Depuis février. T'as un recul, on va dire 6 mois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu es convaincue que c'était la meilleure décision à prendre? Oui, je pense vraiment.
Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ce qui me pousse aussi à oser en parler, c'est que, tu vois, il y a beaucoup ce préjugé sur la parentalité proximale, quoi, Ouais. le maternage, etc. euh, qui fait que c'est ça qui sépare les couples. Et en fait, nous, c'est l'inverse. En fait, c'est ce qui a permis que notre famille reste unie, c'est qu'on reste d'accord là-dessus. Ouais. Et je trouve ça hyper important parce que de toute façon, il y a mille et une raisons pour qu'un couple se sépare. Et parfois, la parentalité, ça en fait partie parce qu'on n'est pas d'accord. Mais parfois, au contraire, le mode de parentalité, c'est la seule chose qui fait que la famille, elle tient encore. Et là, je sais que c'est vraiment, oui, ce qui continue de nous tenir, quoi. C'est le fait qu'on ait toujours la même vision de comment éduquer notre enfant et c'est quelque chose qui continue de nous souder, quoi. Ouais. Et parce que vous l'avez mise au centre, en fait, finalement, de tout ça. Et enfin, tu vois, en off, je crois, on en parlait un petit peu du fait de conseiller de mettre l'enfant dans sa chambre parce que c'est ce qui te permet d'avoir une intimité avec ton couple et tout ça. Et bah finalement, tu te rends compte que là, non, c'est pas le cas. En fait, ça change absolument rien. Et au contraire, ça soude. Donc allez vous renseigner sur le maternage proximal, s'il vous plaît. Et sur le portage, moi, j'aimais beaucoup regarder quand vous étiez encore ensemble, le fait que tu portes Rose et que lui aussi, que ça se faisait d'une façon si naturelle et que au-delà de tout ce qui pouvait se passer, en fait, finalement, le couple parental tel que vous pouvez le représenter était toujours uni et l'est toujours aujourd'hui parce que je trouve que tu parles du papa de Rose sur les réseaux, tu en fais allusion de temps en temps de manière vraiment très respectueuse et je trouve ça vraiment, vraiment beau, en fait, de continuer comme ça sur cette lancée-là. Et finalement, c'est un vrai exemple que vous donnez et c'est... parce qu'on parle beaucoup de ces pressions d'Instagram, de tout est parfait, tout est beau, tout ça. Mais là, pour le coup, c'est pas ça du tout. Et il s'inspirait des choses qui sont vraies et qui sont réelles et de pas déguiser des choses aussi, de pas faire semblant. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette, en fait, de le partager. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi. Parce que j'avais envie de montrer justement qu'un divorce pouvait bien se passer. Que même si ça fait mal, et ça, faut pas l'enlever aussi, bien sûr, une rupture, c'est compliqué. Enfin, c'est pas parce que... c'est pas le monde des bisounours. Non, puis c'est vrai que ça reste un événement... c'est tout aussi important que le mariage, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, ensuite, ça a une grosse influence sur notre vie. Bien sûr. Personnelle, notre santé psychologique. C'est vraiment important et ça reste une rupture amoureuse. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai que... Tu vois, je m'étais toujours dit à personne avec qui je veux faire un enfant... si un jour je suis plus amoureuse de cette personne, j'aimerais toujours la respecter en tant que personne. Et c'est un grand soulagement pour moi de me dire que là-dessus, je me suis pas trompée. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas réussi le truc de la société, de faire un papa, un maman qui reste marié toute la vie, qui ont plein d'enfants et qui vivent ensemble. Mais en tout cas, j'ai réussi ce truc-là de... Rose a un super papa. Je pense qu'elle a une maman qui se débrouille pas trop mal. Oh, tu peux te lancer des fleurs, hein. C'est bien de se Non, parce qu'il y a des moments où c'est moins glorieux que d'autres. Oui, mais je pense comme partout, quoi. Mais finalement, le papa de Rose aussi a certainement des moments moins glorieux que d'autres, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où, voilà, je me dis, j'ai beaucoup de respect pour le père de ma fille. Je vois aucune raison qui fait que tout à coup je ne le respecterai plus. Je trouve que ça reste un super deuxième parent, en fait. Et que même si on n'est plus ensemble, on continue de s'assurer, en fait, qu'on donne le meilleur, en fait, à Rose, chacun de notre côté. On va essayer là de faire une journée cet été avant sa rentrée où elle aura ses deux parents en même temps. On va essayer de l'emmener au jardin d'acclimatation. Elle va passer une journée entière avec son papa et sa maman. Voilà, sans le faire trop souvent. On se dit que voilà, c'est vraiment important pour nous, en fait, qu'elle puisse continuer de profiter de son papa et de sa maman et qu'elle n'ait pas des parents qui se jettent des horreurs à la figure. Voilà. C'est quelque chose qui vient d'elle, ça, cette idée de journée ensemble, ou ça vient de vous? Non, ça vient de nous. Ouais. C'est une bonne... j'ai pas à dire si c'est une bonne idée, mais je trouve ça vraiment chouette, en fait. Mais je sais pas, je pense qu'on peut s'interroger parce qu'on peut se dire, est-ce que ça va pas mettre un peu le bazar dans la tête de l'enfant, etc. On s'est vraiment posé la question et finalement on se dit, une journée par an où elle est avec ses deux parents, ça peut pas
Après, si tu verbalises et si tu expliques, Ouais, c'est tu ça. vois, je pense que finalement, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que la clé de dire, C'est ça. on va faire un truc ensemble. Et puis peut-être, à l'occasion, elle te dira, oh, bah non, j'en ai pas besoin ou j'en ai Ouais. pas envie, en fait. Enfin, on sait pas. C'est possible. C'est de la rassurer aussi, parce que si dans son souvenir, pour elle, le couple parental, c'était les disputes, tout ça, peut-être qu'elle aura pas envie Oui. de ça, tu Ouais, vois. c'est sûr. Mais après, c'est bien d'essayer des choses. Merci beaucoup, Priscilla, Mais de pour, rien, pour ça me tout fait ça. plaisir. C'était vraiment très chouette. Donc, si on veut te suivre sur les réseaux, tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se passe? C'est sur Instagram? C'est sur Instagram, oui. Et du coup, mon pseudo, c'est Délicate Prose. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.